Salut à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui on se retrouve à nouveau pour un épisode de Pékin Express, avec cette fois l'épisode 3, puisque techniquement vous avez eu l'épisode 1, l'épisode 2 en début de semaine, mardi, lundi ou mardi, je sais plus. Et donc pour débuter ce week-end, je vous offre l'épisode 3. Voilà. Euh, Épisode qui était très très cool. C'est la première fois depuis le début de la saison que j'ai eu un petit coup de stress pour un binôme, voilà, qui pourtant n'est pas spécialement préféré, parce que actuellement je n'ai toujours pas de préféré. Comme je l'ai dit dans l'épisode précédent, il y a des profils qui se dégagent, mais parce que c'est ceux qu'on nous montre le plus. Euh, mais mais voilà, ça n'empêche qu'il y a quand même des binômes voilà, que j'aime bien, soit être mes préférés, et pour qui ouais, j'ai eu des petits coups de stress, un petit coup de stress cette semaine, et on va en parler. Donc d'abord, Stéphane Rothenberg annonce le passager mystère, donc qui est Bruno Solo, donc moi je trouvais ça très très cool. Je sais pas comment le public a réagi sur internet à, au comportement de Bruno Solo, voilà, parce que bon, Johan Ryu, peu importe qu'il arrive ou qu'il échoue, il est toujours resté un peu joyeux, tout ça. Là où Bruno Solo, c'est un peu les emporter par le stress, par le fait d'être complètement paumé, vous savez, sur la deuxième partie de course. Sur où est-ce qu'il faut dans quelle direction faut aller, machin et tout, où il a commencé à péter un câble. Et c'est vrai qu'on nous a pas forcément montré de passage où il y avait une réconciliation entre guillemets, hein, entre Max et Hélène et Bruno Solo. Donc je me demande comment le public a pu réagir, parce qu'on sait que le public de Pékin Express, comme celui de koh de la Star Academy, une grosse partie de ces publics-là, et c'est pour ça que j'englobe pas tout le monde, parce que bah, je sais que ceux qui me regardent n'en font pas partie, parce que sinon ils mettraient des commentaires dégueulasses comme les gens que je peux voir sur internet. Donc vous faites partie des meilleurs, ce qui est vraiment pas mal pour moi de vous avoir. Mais je sais que dès qu'il y a un truc qui ne plaît pas aux gens de manière générale sur ces trois programmes, et ben tout de suite c'est de la haine gratuite qui sort, sans chercher à comprendre réellement ce qui se passe. Et pour Bruno, moi je peux comprendre à sa place, au bout d'un moment j'aurais sûrement pété un câble aussi. Quand tu as l'avenir d'un binôme entre tes mains et que tu commences un peu à galérer, je peux comprendre que tu perdes patience, et si en plus tu es complètement perdu sur les infos qu'on te donne, bon bah voilà, tu peux un peu péter un câble, avoir peut-être un peu de mauvaise foi, ou on ne sait pas, parce que le montage est pas suffisamment bien fait pour qu'on sache. Réellement, parce que du coup Bruno il s'énerve, mais on nous montre pas juste avant si Max et Hélène lui ont vraiment donné des fausses infos ou des bonnes infos. Bref. Mais en tout cas, je suis assez curieux encore une fois de voir un peu comment le public a pu réagir. Euh, Moi, en tout cas, ça m'intéresse, notamment aussi du fait que bah, il ait réussi sa mission comparé à Yohan Ryu. Voilà, tu vois, moi j'ai beaucoup aimé, bon, en tout cas, Bruno Solo. Bon, après, c'est quelqu'un que j'aime bien de base, sans être le plus grand fan, hein, parce que bon, quand j'étais petit, je regardais Caméra Café, et puis après, j'ai pas trop suivi sa carrière. Après, je l'ai revu dans Les Traîtres, où vraiment j'ai bien aimé Bruno Solo, peut-être un peu trop à l'écart, mais j'ai vraiment adoré sur les derniers épisodes et tout, il était incroyable avec ses réactions et tout, c'était très drôle. Et puis là, je trouve qu'il a fait le taf ici, donc voilà. Donc, on passe du coup à l'épisode en lui-même, après avoir parlé du passager mystère de manière globale. Euh, le début, c'est que... Alors, il y en a qui ont réussi assez vite, je sais pas comment ils ont fait. Alors, après, c'est peut-être aussi le fait que moi, je bois extrêmement peu de base, il faut vraiment que je prenne l'habitude de boire plus souvent. Mais pour partir, en gros, à l'aveugle, chaque binôme devait avoir au moins une personne qui réussit à boire 25 centilitres euh, entre guillemets d'un coup. C'est-à-dire qu'ils boivent un peu et dès qu'ils considèrent qu'ils ont bu 25 centilitres, hop, ils arrêtent. Et puis bah, après, une fois que tout le monde a bu ce qu'il pense être 25 centilitres, et bah, du coup, Stéphane annonce qui a réussi et puis qui doit retenter après 3 minutes de pénalité. Du coup, les premiers à réussir, c'est Esmeralda, Lionel, Bruno et Max, et les frères Véronais qui, eux, ont tous les deux réussi, alors qu'un seul suffit, mais bon, bah les deux ont été suffisamment bons pour savoir, entre guillemets, ce que faisait 25 centilitres à l'aveugle.
Donc eux, ça leur permet de repartir, tandis que les autres, eux, doivent retenter jusqu'à ce qu'ils réussissent, avec à chaque fois 3 minutes de pénalité, en fonction des erreurs que tu fais. Ensuite, enfin les binômes plutôt, parce que nous on regarde, hein, on fait pas partie d'eux. Les binômes du coup doivent faire un trek, je crois, de 6 ou 7 km. Pour ça, ils ont un vélo sur lequel ils doivent attacher des bidons de 25 kg, puisqu'on nous dit que c'est un moyen entre guillemets, de transport local, ou voilà, pour quand ils ont besoin d'eau, de trucs comme ça, bah, c'est comme ça qu'ils transportent leur eau, voilà, en attachant des bidons à des vélos, des choses comme ça. Donc les bidons doivent faire un trek dans la thématique de vie des locaux. Euh, Oula, qu'est-ce qu'il me fait lui? Bon, vous allez avoir une transition un peu bizarre. Je sais pas pourquoi mon écran est devenu tout noir. Des fois, il fait ça pendant que j'enregistre, alors que j'ai pas de problème de batterie, ni de problème d'espace dans mon téléphone. Je sais pas pourquoi il me fait ça. Il est très chiant. Heureusement, il me le fait pas à chaque fois que je fais une vidéo, mais quand même, une fois de temps en temps, il me le fait. C'est un peu relou. Bref. Donc, je disais, voilà, le trek est en mode à la mode de vie des locaux. Donc, quand ils arrivent là où il y a les vélos et les bidons, ils ont plusieurs cartes, ils doivent en choisir une, avec des chiffres différents qui vont de 3 à 5, voire peut-être plus, hein, je sais plus. Euh, Parce que sur le début de l'épisode, j'étais encore en train de cuisiner en même temps que regarder l'épisode, donc j'étais pas totalement concentré à fond sur toutes les infos. Mais globalement, tu tires un papier en fonction du nom qu'il y a dessus, tu prends le nombre de bidons qu'il y a, et puis bah, tu fais le trek, quoi. Donc il y en a comme Max et Hélène qui vont avoir que 3 bidons, donc transporter 75 kilos, donc en mettant 3 bidons sur le vélo et tout. Et ensuite, voilà, les différents binômes vont avoir plus ou moins des bidons de certains poids. Voilà, parce qu'il y en a, ça va jusqu'à 150 kilos, je crois, le plus lourd, euh, en combinant les bidons, si je dis pas de bêtises. Donc les Belges, eux, ils m'ont fait un peu marrer parce que du coup, t'as Matteo qui était en train d'essayer de mettre tous les bidons, et puis Esmeralda qui le regardait sans rien faire, et puis qui limite était en train de se plaindre et tout. Enfin, c'est ça, franchement, j'ai trouvé ça très drôle. Moi, c'est un binôme que je trouve assez amusant. Je pense pas que ce sera un binôme que je vais soutenir jusqu'au bout. Il y a plus de chances, par exemple, que je soutienne les jumelles que et Esmeralda, mais je dois avouer que en termes de divertissement, moi j'ai trouvé assez divertissant, parce qu'ils sont vraiment deux profils très différents, et je trouve que c'est dans des petits moments comme ça de stress où il faut faire des trucs et tout, c'est très drôle. On en reparlera après avec le drapeau, mais moi je les trouve assez amusants tous les deux. Euh, Ensuite, on a les inconnus qui, pour une fois, au lieu de partir dernier de ce genre d'épreuve de départ, cette fois ils partent septième. Bon, septième sur 9, c'est quand même pas ouf, mais au moins, pour une fois, ils seront pas les derniers à partir. Par contre, le plus surprenant, bah, ce sont les jumelles. Alors les jumelles qui sont habituées à la victoire, enfin du moins victoire d'étape, parce que les immunités, faudrait vérifier, je sais plus si elles ont participé à tant d'immunités que ça, Max. Alors en tout cas, la semaine dernière, elles y étaient dedans. Oui, c'est vrai que pour ça. Après, dans le premier épisode, est-ce qu'elles ont fait l'immunité? Je sais pas. Je me souviens plus. Mais en tout cas, si c'est le cas, ça veut dire qu'elles ont fait quasiment toutes les immunités et gagné quasiment toutes les étapes. Donc vraiment très 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 fortes les jumelles. Puis de toute façon, d'ailleurs, l'épisode va beaucoup confirmer ce que je disais sur les binômes féminins cette semaine, c'est que les filles eux-mêmes vont le dire que pour eux, que ce soit les étudiantes ou les sœurs, qu'habituellement c'est extrêmement facile pour elles de faire du stop. Je sais plus lequel des deux binômes le mentionne, mais il y en a un des deux à un moment qui dit qui galère un peu, qui dit putain, habituellement on arrive, on prend une voiture quasiment aussitôt et tout, euh, alors qu'avec les groupes entièrement masculins ou mixtes, c'est pas aussi simple. J'ai déjà expliqué ma théorie.
Voilà, et puis c'est qu'il n'est pas une critique envers les duos de femmes, hein, puisqu'en plus en général ça fait partie des duos que je soutiens le plus, puisque les duos féminins en général sont vraiment très forts, comme certains duos entièrement masculins, comme Riyad et Louison, les frères Bûcheron, Florian et Gabriel, qui sera toujours mon binôme préféré all time. D'ailleurs j'espère un jour pouvoir revoir leur saison de Florian et Gabriel. Mais voilà, en tout cas, les binômes entièrement d'un genre, en tout cas, c'est des binômes moi que j'aime beaucoup. Même s'il y a des binômes mixtes aussi que j'aime bien, mais c'est rarement ceux que j'aime le plus, les binômes mixtes. Bref, donc on s'en fiche un peu pour l'instant. Donc voilà, donc les sœurs, comme je disais, qui sont habituées à Victoire, qui la partent dernière. En plus, par rapport au trek, euh, il y a le fait que personne ne va dépasser personne, ce qui fait que bah, ils sont tous partis dans un ordre et ils vont tous arriver dans le même ordre là où il y a les instructions de route. Donc là où dans bah, les deux premiers épisodes, les treks avaient permis notamment au binôme d'inconnus par exemple de regagner plein de places et de se retrouver en pelon de tête pour l'immunité. Pareil pour... Ah si, je crois que... Attends, je suis en train d'essayer de me rappeler, d'essayer de travailler mes souvenirs, mais je me demande si, ouais, si les sœurs, elles avaient quand même pas participé à l'épreuve où il fallait lancer les trucs là et faire les sauts et qu'elles galéraient. Mais je confonds peut-être avec les étudiantes, j'ai peut-être les deux binômes qui se confondent dans ma tête. Oui, non, j'ai les deux binômes qui se confondent dans la tête. Il y avait les étudiantes, il y avait les inconnus, et il y avait bah, le binôme, j'ai envie de dire le binôme des blonds, parce que je me souviens plus de leur nom, le couple, bah, le couple où les deux sont blonds, blonde. Euh, c'est eux qui ont gagné. Et Max et Hélène étaient arrivés premiers, et avaient eu leur petit moment de tranquillité jusqu'à la fin de l'étape. Donc ouais, non, les sœurs, elles ont gagné la première étape, participé à la deuxième unité, gagné deuxième étape, puis bon, là, ils font ce qu'elles ont fait. Mais ouais, elles ont quand même fait pas mal de très bonnes choses. Et là, elles sont dernières. Comme j'ai dit, contrairement aux deux treks précédents, là, personne ne dépasse personne. En plus, les sœurs, elles galèrent à mort. Et elles n'ont pas une bonne stratégie. Je sais pas pourquoi elles ont fait ce qu'elles ont fait. C'est-à-dire qu'elles ont une vélo avec je sais plus comment ça s'appelle, le parti où tu peux bah, techniquement mettre des bagages et tout. Bah, du coup, on porte-bagages. Euh, et là, je sais pas pourquoi, ils ont empilé les trois trucs là, donc ça fait 75 kilos. Sauf que du coup, t'en as une qui est devant et l'autre qui est derrière. Sauf que bah, le poids, il est tellement lourd derrière bah, que bah, par un moment, il suffit que tu relâches un peu tes muscles et bah, paf, le vélo il part en arrière et tout. Ou des fois, il partait sur le côté. Et je me suis dit, mais pourquoi ils ont fait ça? Je me dis, pourquoi ils ont fait ça? Les meufs, elles sont super douées, elles sont plutôt malignes et tout. Et là, la catastrophe, t'as trois bidons. Tu répartis sur ton vélo correctement les trois bidons. T'en mets un de chaque côté, un sur l'arrière, et le poids est plus ou moins bien réparti. Après, je prends une personne qui prend le guidon, une personne derrière qui pousse, et puis, enfin, je sais pas, moi, c'est ce que j'aurais fait en ayant trois bidons, parce que imaginons que j'aurais été, ça se trouve, j'aurais pas tiré le truc à trois bidons. Mais là, t'en as trois, moi, je me dis, bah, tu répartis le poids partout sur le vélo. Je sais pas pourquoi elles ont fait ça. Mais en tout cas, ça leur a fait perdre un temps de fou sur le trek. Ensuite, on arrive avec Max, Hélène et Bruno, donc ils vont prendre la route en premier. D'ailleurs, Bruno, ça va être son premier stop, qui va être assez difficile. Qui d'ailleurs avec Hélène n'est pas toujours d'accord sur ce qu'il faut faire, parce que Hélène elle est en mode oui mais il faut une voiture, faut que ça aille vite, et Bruno il est en mode oui bon on va pas non plus passer 2 heures ici, voilà, si on peut avoir un véhicule qui nous fait avancer, autant avancer. Après, les deux cas, en fait les deux arguments se tiennent, c'est-à-dire que prendre une voiture effectivement c'est mieux, parce qu'une voiture ça va plus vite qu'un camion, qu'un tuk-tuk, ou n'importe quoi. Et en même temps, bah, c'est vrai que bah, quand il n'y a pas énormément de voitures, parce que c'est vrai que là, quand on les a vus, c'est vrai qu'il y avait beaucoup plus de camions, de choses comme ça qui passaient, bah ouais, faut prendre ce qui vient, et puis, je sais pas, faire un bout, puis reprendre un autre véhicule plus tard dans un endroit où il y a plein de voitures, ou je ne sais pas. Mais effectivement, euh, le mieux, voilà, c'est de prendre le, bah, le véhicule le plus
le plus rapide et surtout celui qui te dit oui le plus tôt quoi, avant que tout le monde te rattrape. Au final, le trio va quand même réussir à prendre une voiture en premier et partir assez vite. À côté de ça, alors j'ai mis pas de dépassement pour le trek, donc ça c'est dit, hein. Ah oui, du coup, les jumelles, du coup, comme j'ai dit, elles sont elles ont complètement raté leur trek, mais au niveau de la route, elles sont complètement dépitées, machin, et puis là, elles sont déposées à un endroit où se trouvent 3 ou 4 autres binômes. Je crois qu'ils se retrouvent à 4 ou 5 binômes au même endroit, je sais plus, ils sont hyper nombreux dans le même village leur a été déposé. Et là, coup de chance ou pas pour les sœurs, hein, ça dépend si on considère que ma théorie est bonne ou pas. Mais là, les sœurs, elles trouvent une voiture et elles repartent avant tout le monde. Et du coup, tous les autres qui étaient déposés là sont bloqués. Ce qui fait qu'ensuite, bon, après petit à petit, tout le monde reprend la route. Et pour le classement, du coup, on a le trio Max, Hélène, Bruno qui arrive en premier. Donc, c'est clairement une bonne chose pour Bruno parce que bon, Johan Ryu avait même pas réussi. Alors, c'est pas une critique envers Johan Ryu, hein, je dis pas qu'il a été nul, mais force est de constater que là, Bruno a mieux réussi que Johan Ryu. Ensuite, on a les étudiantes qui finissent deuxième, hein. D'ailleurs, ça va être la malédiction des étudiantes, puisque elles vont finir deuxième là, elles vont finir deuxième par la suite. Euh, Vraiment, c'était pas le truc c'était pas le jour des étudiantes, ou encore moins celle des jumelles, on verra. Ensuite, on a Lionel et Eva, donc le père et la fille, d'ailleurs très bon binôme. Surtout que depuis qu'ils ont arrêté de parler du cancer et tout, alors c'est pas que ça me dérange qu'on parle du cancer et tout, mais encore une fois, moi ça me rappelle trop de mauvais souvenirs, donc le fait que là on voit juste le binôme pour ce qu'il est, un père et une fille, et pas par rapport à la maladie, franchement je les apprécie beaucoup plus comme ça. Et en dernière, les qualifiés, ce sont les jumelles. Et ouais, donc c'est fou de se dire les jumelles, elles ont fait un peu la remontada des inconnus sur les épisodes précédents. C'est que bah voilà, au début du trek, elles étaient à la ramasse, mais c'est même pire que la ramasse. Voilà, parce que vraiment elles ont galéré comme il n'y a pas, pour au final se qualifier à l'épreuve d'immunité en étant du coup quatrième sur 9. Voilà, c'est pas leur meilleure performance, mais je trouve que c'est plutôt pas mal pour le ratage qu'elles ont fait en début d'épisode. Ensuite, on a la partie dans la famille. Là, je vous avoue que j'ai vu l'épisode hier par rapport au moment où j'enregistre, donc la partie comme ça, où dans la famille où je prends pas de notes. J'ai pas énormément de choses que j'ai retenues en tête, donc on va directement passer à l'épreuve d'immunité. Dans cette épreuve, donc c'est un truc que moi personnellement je ne pourrais pas faire. J'ai un estomac tellement fragile que je pourrais pas le faire. Euh, Déjà, quand je suis dans des attractions, mon estomac il pète un câble, je suis KO. Parfois, même juste le fait d'être dans un véhicule, mon estomac supporte pas, ça me met KO. Ça m'arrive des fois sur la route quand je prends le bus pour rentrer dans ma famille d'être vraiment pas bien et, du coup d'être KO à cause de ça pendant tout le trajet de bus. Et le pire, c'est quand il fait chaud. Quand il fait chaud et que je dois faire du covoit ou prendre le bus pour faire ce trajet, ce même trajet, je souffre comme il n'y a pas. Mon corps, il y a des trucs qu'il supporte pas. Et en fait, c'est surtout le fait de tout le temps trembler, d'être, ouais, bouger dans tous les sens. J'ai envie de dire, parce que du coup, j'ai remarqué que ça, au début, je pensais que c'était spécifique aux attractions. Mais en fait, pas vraiment, parce qu'il y a 3 ans, j'ai refait une attraction avec un pote. Au début, je me suis dit, ouah, j'hésite, machin et tout, parce que mon estomac, il va encore me faire chier. Et puis, c'était l'anniversaire de mon pote. Je fais, bon, allez, on va quand même tenter. En plus, c'était un truc qui était pas non plus hyper violent. Mais quand même, et puis mon estomac, il a tenu. Je fais, oh, c'est cool. Mais bon, après, quand j'ai vu que même dans les véhicules, ça me faisait le même effet que dans les attractions, je me suis dit, bon, il y a peut-être un truc qui, qui est différent, qui est pas lié que à l'attraction, mais à mon avis, ça te le fait d'être bousculé dans tous les sens, que j'ai déjà eu ce même problème dans la foule, dans, dans le carnaval de Caen, quand tu arrives à la fin, tu as un gros concert qui dure des heures au Parc Expo, et le truc c'est que la foule,
tu es bousculé de partout et tout. Bon là, ce soir-là, forcément, c'était la fête, j'avais un peu bu, mais le fait qu'on bouscule dans tous les sens, mon estomac, au bout d'un moment, il a pété un câble, j'avais qu'une envie, c'était... Enfin, en fait, vraiment, je me sentais dans le même état que j'avais quand tu sors d'un attraction et que tu as l'estomac fragile. Ça me faisait exactement le même effet, alors que bah, j'ai pas décollé du sol, hein. J'étais juste dans une foule où on se faisait bousculer de partout parce qu'il y a tellement de monde. Bref, c'est n'importe quoi. Et du coup, comme je disais, cette épreuve, à cause de mon estomac, c'est le genre d'épreuve que je pourrais pas faire parce que moi, je serais KO pendant toute la journée après avoir fait ça, puisque les binômes sont mis sur des tourniquets. Et sur les tourniquets, on les fait tourner. Pendant qu'on les fait tourner, ils écoutent de la musique des années 80. Alors là, j'aurais été dans la merde parce que mon répertoire des musiques des années 80 est pas ouf. Enfin, d'ailleurs, même des musiques récentes, hein. Alors oui, j'ai une chaîne qui parle de musique, sauf que bah, moi, les musiques que j'écoute, c'est clairement pas ce que les programmes télé comme TF1 ou M6 mettent en avant. Donc moi je serais dans la merde sur tous ces trucs-là. Et ensuite, une fois que la musique s'arrête, ils doivent partir vers entre guillemets, on va dire le centre de l'arène pour imager la chose, récupérer une sorte de courge ou je sais pas quoi, et une fois qu'ils l'ont récupéré, ils peuvent écrire une proposition sur une ardoise avec la réponse qu'ils pensent être la bonne. Et un peu comme les chaises musicales, il y a une courge en moins que de participants, donc à la fin, bah, il restera qu'une courge, et puis du coup, bah, à chaque tour, une personne est éliminée. Bref. Donc au premier tour, il n'y a que les étudiantes qui vont marquer un point, oui à chaque tour les points augmentent, donc ça fait 1 point, 2 points, 3 points, enfin bref, etc. Je sais plus qui est éliminé, mais je crois que c'est Bruno Solo qui est complètement parti dans le sens inverse du truc. Moi j'aurais été dans le même cas que lui, hein. Moi j'aurais été trop perturbé par le fait de se faire tourner. Ou je pense que je sais pas si j'aurais fait exprès de me faire éliminer, mais je pense que j'en aurais été capable sur un jeu comme ça. Ou si on me fout un truc avec un passage du mystère, je fais tu prends ma place, moi je peux pas aller là-dessus. Et ouais, c'est trop particulier. Ensuite, ce sont les étudiantes ainsi que Lionel et Eva qui vont marquer des points. Donc les étudiantes du coup elles restent en tête puisque bah, les deux gagnent le même nombre de points, mais les étudiantes avaient déjà un point avant. Pour la troisième manche, les jumelles sont totalement éliminées, puisque bah, sur les 2 tours d'avant, je sais plus, c'est Amandine et Allison, je crois les noms, bah, du coup, n'ont pas réussi du coup à attraper une des courges. Et personne n'a trouvé de titre, donc pas de points. Quatrième tour, c'est Marion qui est éliminée et Hélène qui trouve le titre gagnant, du coup qui remporte 4 points. Au cinquième tour, les étudiantes sont totalement éliminées, donc c'est bon, ça fait binôme par binôme. Et du coup, Lionel et Eva qui marquent 5 points, du coup, qui reprennent, enfin, du même qui prennent juste la tête de l'épreuve. Et au sixième tour, Lionel est éliminé et il n'y a pas de titre retrouvé, ce qui fait qu'on a une finale avec Hélène et Eva. Et là, bah, du coup, pour Hélène, elle a un poids sur les épaules qui est gigantesque par rapport à son binôme. Parce que, en fait, Eva, elle est tranquille. C'est-à-dire que Eva, si elle attrape la courge, elle n'a même pas besoin de donner de réponse, elle a gagné. Tout simplement parce qu'elle a plus de points et que qu'elle se trompe ou pas, bah en fait, le fait d'attraper la courge, ça élimine ton adversaire. Donc, bah, comme elle a le plus de points, automatiquement elle gagne. Pour Hélène, le poids il est beaucoup plus grand parce qu'elle, faut qu'elle attrape la courge, il faut qu'elle donne une bonne réponse. Parce que même si elle attrape la courge, ça élimine Eva, donc le binôme Eva-Lionel est éliminé. Mais si elle donne pas une bonne réponse, bah c'est quand même Lionel et Eva qui ont le plus de points, donc c'est quand même eux qui gagnent. Donc, donc le poids sur les épaules d'Hélène est très très fort, et du coup, bah, quand la musique s'arrête, Eva elle fonce, et c'est elle qui attrape la courge en première, faisant gagner l'immunité à sa famille, et notamment gagner le voyage à Zanzibar, qui sera le deuxième pays sur les 4. Vous devez voir, il y en a 4.
Donc voilà, plutôt cool comme épreuve d'immunité. Les musiques étaient plutôt sympas. Il y a eu merde, l'aventurier, c'est qui chante ça? Indochine. Après le reste, je sais plus ce qu'on a eu. Indochine, c'est celui que je connaissais le mieux. Le dernier aussi, la dernière musique, là, en plus, elle commence à me tourner en tête, là, juste le fait d'y penser, mais je me souviens jamais de qui chante ça. Mais bref, les musiques étaient sympas, c'est des musiques voilà, qui sont un peu, dès que tu te mets une playlist années 80, elles sont forcément dedans. Mais bon, encore une fois, c'est pas ce que j'écoute le plus, mais c'est quand même ils ont quand même pris des musiques assez connues et tout, mais où il fallait le titre précis, très très précis. Euh, je crois que notamment, il y a une fois où Hélène, elle a pas marqué de point parce qu'elle avait rajouté un mot en plus dans le titre. Donc, euh, donc voilà. Ensuite, on reprend la route. Sur la route, on nous dit que le drapeau rouge est présent et que bah, du coup, voilà, on connaît les règles du drapeau rouge. Si tu le récupères, tu flagues un binôme et hop, il ne peut plus bouger pendant je sais plus combien c'est de minutes. Ouais, j'ai oublié de le noter, je sais plus combien de minutes. Ce serait bien entre 5, 10, 15, je sais plus combien de minutes, mais en tout cas c'est suffisamment longtemps pour énerver les gens. Donc, ce drapeau, il est à la gare de Morogoro, et le premier binôme qui l'atteint, bah du coup, repart avec le drapeau et fait un peu ce qu'il veut pour la course. Euh, on a du coup les étudiantes qui vont tenter un truc pour partir, c'est qu'elles vont demander à Eva et Lionel qui sont sur le point de trouver une voiture si elles peuvent prendre leur voiture, tout simplement parce que eux ils ont l'immunité et qu'ils ont eux-mêmes annoncé enfin, ils l'ont pas annoncé devant la caméra, mais en tout cas ils ont dû le dire hors caméra que bah, du coup ils comptaient pas jouer le drapeau, donc forcément les sœurs elles tentent un truc et on leur dit bon bah allez-y prenez la voiture, mais vous nous êtes redevables. On verra comment ça se passera entre ces deux binômes là plus tard. Je suis assez curieux, mais voilà. Ensuite, on a un coude à coude pour récupérer le drapeau rouge. D'ailleurs, on nous fait beaucoup croire au montage que ce sont les inconnus qui vont le récupérer, alors qu'en fait, bah, pas du tout. Les inconnus sont arrivés, bon, certes, deuxième, mais le binôme qui a chopé le drapeau rouge, c'est clairement le binôme, je pense, qu'on attendait le moins pour choper le drapeau rouge. C'est Matteo et Esmeralda. Et oui, les Belges ont chopé le drapeau rouge. Ça m'a surpris parce que bon, bah, le montage clairement te faisait pas penser que ce serait eux. Puis bon, finalement c'est eux. D'ailleurs avec une très belle gamelle d'Esmeralda, puis Matteo qui va dégommer le porte-drapeau là. C'était assez amusant. Ici. Moi, je vous dis, ils me font marrer ce binôme là. C'est vraiment, tu sais, c'est le genre de binôme, tu vois, c'est pas ton préféré, mais t'as quand même tu les aimes bien parce qu'ils sont marrants, voilà. C'est un peu le genre de binôme. Donc, à partir de ce moment-là, les Belges ont une stratégie, c'est qu'ils veulent pas se faire mal voir par les autres binômes, parce qu'effectivement, si tu commences, parce que par exemple, merde, comment il s'appelle, c'est Ludovic, dans le biome d'inconnu, moi aider Ludovic, ouais, je crois que c'est ça. Par exemple, lui, Ludovic, lui, il est en mode, moi, si j'ai le drapeau, je flatte tout le monde. Il fait, j'en ai rien à foutre, je flatte tout le monde, machin. Sauf que le problème, c'est qu'il faut penser à la course sur le long terme. C'est vrai qu'il ne faut pas penser à la course en mode, bon bah là, on gagne l'étape et puis c'est bon, on est tranquille. Non, il faut penser sur le long terme. Et Matteo et Esmeralda, eux, ils ont très bien joué, parce qu'eux, ils se sont dit, on va tout faire pour ne pas être dans la merde. Donc on va tenter des arrangements avec les autres binômes, et on va essayer de ne pas flaguer au maximum. Parce que ben, si on commence à flaguer tout le monde, on va être mal vu, et ça peut retomber sur nous lors d'un possible duel final et tout. Alors ils le disent pas comme ça, mais on le comprend très bien que c'est ce qu'ils pensent. Et ils ont totalement raison. À leur place, moi je serais extrêmement prudent. J'irais pas flaguer tout le monde. Surtout qu'en plus, Ludovic, je vais vérifier que c'est bien Ludovic, parce que ça me perturbe son nom à lui. Ouais, ça doit être ça, Ludo. J'ai mis Ludo, c'est contre moi, donc oui, ça doit bien être Ludovic. Mais lui, il était vraiment en mode, ouais, moi je l'utiliserai autant que je peux, enfin, je l'utiliserai sur tout le monde autant de fois que je peux et tout. Tu dis, bah ouais, mais si tu fais ça, les gens ils vont te détester.
Et dès qu'ils pourront t'emmener au duel final, mais ils hésiteront pas une seconde, hein. S'ils se disent, ouais, il y a tel binôme que j'aime bien, je peux pas. Ah bah non, lui là, il m'a flagué 1000 fois pendant la course, bah allez hop. Donc heureusement que ce sont les Belges qui ont eu le drapeau rouge, parce que si ça a été Ludovic et Moad, oulala, Moad il aurait souffert à cause de son binôme. Mais bon, après chacun a ses stratégies, hein. En général, on l'a vu, pas mal de binômes avec le drapeau rouge quand même flaguer pas mal de gens, notamment flaguer même juste devant la ligne d'arrivée. Mais, euh, mais au point de se dire, vas-y, je vais flaguer tout le monde, et autant de fois que je peux, dès que je croise quelqu'un, tac, je flag. Bon, on n'a pas vu non plus de binôme aller à ce point-là. Bref. En tout cas, comme je disais, les Belges, eux, vont tenter des arrangements. Donc le rangement est très simple, c'est tu me trouves une voiture et je te flague pas. C'est aussi simple que ça. Voilà. Bon, entre deux, il y a aussi eu voilà, Bruno Solo qui va un peu s'énerver avec le binôme dans lequel il est. Je vais pas revenir dessus, j'en ai parlé en intro. Qu'est-ce que j'ai noté? Les jumelles. Oui, des jumelles. Oh là là, la catastrophe. Les jumelles qui sont sur la route pour aller vers Stéphane finissent par se rendre compte qu'en fait, elles vont pas du tout dans la bonne direction. Elles prennent une voiture qui va dans la mauvaise direction et tout. C'est une catastrophe. La course ne va pas du tout bien pour elles. C'est vraiment du n'importe quoi. À côté de ça, Matteo et Esmeralda vont se faire doubler par les étudiantes qui en fait vont profiter que les Belges soient occupés parce qu'il y a Adrien, je crois que c'est Adrien et Patricia qui sont arrivés entre deux au même endroit que les deux binômes. Et du coup, ben, en checkant une voiture que Patricia et Adrien pourraient leur donner, les étudiantes elles montent dans un camion, elles se cachent, clac, elles foncent. Et je pense que sur internet, elles ont dû prendre cher. Je pense. Euh, Parce que voilà, elles ont dit oui, oui, on va trouver une voiture machin, sauf qu'en fait, comme elles disent, les Belges ils sont nuls au stop, et en fait ils sont tellement nuls que bah nous ça nous ralentit. Et au bout d'un moment on en a marre, puis on n'est pas là pour les faire gagner eux. Et en fait les étudiantes ont totalement raison, elles sont pas là pour faire gagner les autres, elles sont là pour gagner elles-mêmes. Et je vois pas pourquoi dans toutes les saisons, tu vois, les gens pourraient se cacher, essayer de dépasser les gens pour gagner face au drapeau rouge et ou au drapeau noir hein, aussi, et que là, ça ne fonctionnerait pas. Ok, ils ont dit qu'elles les aideraient à trouver une voiture. Mais est-ce qu'elles sont obligées de le faire? Non. Bah non. Je veux dire, moi à leur place, j'aurais peut-être pas eu autant de culot, mais je trouve que c'est bien joué. Et en plus, elles sont passées sans se faire choper. Pour moi, c'est extrêmement bien joué. C'est l'un des meilleurs moves de l'épisode, très clairement. Et malheureusement, ça va pas payer. Ça va pas payer parce qu'en gros, les étudiantes, les Belges et je pense Patricia et Adrien arrivent tous à peu près en même temps dans la ville, sauf que ben, la voiture qui a les Belges va avoir la meilleure route. Et du coup, bah, les Belges vont gagner l'étape. D'ailleurs, les étudiantes arrivent deuxième, comme pour se qualifier à l'immunité. Donc voilà. Donc Matteo et Esmeralda sont également qualifiés pour aller à Zanzibar et gagnent leur première amulette. Tandis que les jumelles, qui elles en avaient gagné deux, bah, arrivent dernières, hein. D'ailleurs, Stéphane les prend pour exemple pour dire que quelque chose qui est totalement vrai, que ce soit Pékin Express, à koh et tout, c'est que les jeux ne sont jamais faits, on sait jamais ce qui peut se passer, tu peux être le meilleur, et bah voilà, tout d'un coup, chuter comme il n'y a pas. Et c'est ce qui va se passer, puisque bah, les jumelles sont dernières, alors qu'elles avaient gagné les deux étapes précédentes. Sur trois immunités, elles se sont qualifiées deux fois pour une immunité. Certes qu'elles n'ont jamais gagné, mais quand même, deux qualifications en immunité, deux étapes de gagné, sur le tout sur trois, ça fait quand même quatre victoires, enfin quatre victoires en termes de course sur 6, c'est quand même pas mal. Et, et du coup, pour leur choix, elles vont choisir William et Christophe, les frères Véronnet, puisqu'elles se disent on va choisir quelqu'un qu'on estime être parmi les binômes les plus faibles. Donc elles choisissent les frères Véronnet, et qui en plus n'est pas totalement faux, hein. C'est vrai que les frères Véronnet, c'est un binôme qui galère beaucoup, qui parle pas très bien anglais, qui n'ont jamais fait des performances de fou depuis le début. Donc elles optimisent à fond leurs chances de gagner.
et en soi, bah, elles ont pas tort. Du coup, on a William qui va affronter Allison. Donc voilà, donc Allison va prendre la route en première. William va le suivre de très près, malgré qu'il a un niveau beaucoup plus faible en anglais, mais il s'en sort quand même très bien sur cette épreuve. Enfin, sur du moins le stop. Ensuite, ils arrivent tous les deux à peu près en même temps à la mission, hein. En gros, t'as Allison qui lit les instructions, qui commence à partir dans le marché, je crois que c'est au niveau d'un marché, et à peine elle a fini de lire les questions que William il arrive. Donc il y a vraiment très très peu d'écart entre les deux. Et l'épreuve, en gros, c'est voilà, tu réponds à des questions sur la Tanzanie. Si tu réponds bon, au bout de deux questions, enfin de deux bonnes réponses, tu peux repartir. Si tu réponds faux, bah tu bouffes un truc dégueulasse. Voilà. Et du coup, c'est Allison qui va finir première la mission, qui va repartir. William va partir peu de temps après, enfin du moins on nous montre que c'est peu de temps après. À nouveau, Allison va tomber sur un chauffeur qui fait n'importe quoi. Vraiment, c'est une malédiction. À ce moment-là, je me suis dit, ah, allez, c'est foutu, on va perdre les jumelles. Je me suis dit, est-ce qu'on va vraiment perdre les jumelles là, maintenant? Je dis vraiment, là on est qu'au troisième épisode, on va perdre l'un des meilleurs binômes de la saison. C'est pas possible qu'on perde un des meilleurs binômes tout de suite, quoi. Et heureusement, finalement, c'est bien Allison qui arrive première en réaiguillant son chauffeur et du coup qui se sauve. Donc encore une fois, j'ai pas spécialement de binôme favori, mais j'avoue que les jumelles, c'est que c'est partie des binômes que je veux voir aller le plus loin, qu'elles sont très fortes. Là, je me disais, mais si on les perdait maintenant, ce serait un truc de fou, quoi. Et du coup, les frères Véronnet tirent l'enveloppe qui est éliminatoire. Donc malheureusement, ils sont déjà éliminés. Je veux dire, c'est un peu dommage, mais en même temps, bof, est-ce que c'est grave que ce soit eux qui soient éliminés? Je veux dire, dans le sens où on les voit quasiment jamais, et je prends qui peut battre des Louison en complément, hein. Vraiment, les frères Véronnet, on les a pas beaucoup vus sur les 3 épisodes. Notamment parce que bah, ils étaient rarement en peloton de course, ils étaient bah, jamais qualifiés pour les unités ou le truc comme ça, ils étaient jamais dans les trucs avec les drapeaux et tout, donc on les a pas énormément vus. Euh, Là on les a vus un peu plus parce qu'il y avait le duel final, mais c'est vrai que c'est un binôme qu'on a quasiment pas vu. Et les rares moments où on les a vus, c'était pour bah, rigoler, parce que franchement, faut l'avouer, c'est un binôme pareil qui est assez drôle. Ils galèrent en anglais, ils essaient de communiquer et tout, mais ils parlent pas bien anglais. Et puis bah, les locaux aussi, eux, parlent pas très bien anglais. Alors du coup, c'est des conversations qui sont assez lunaires. Et en vrai, c'est très drôle. Moi, j'aime beaucoup, enfin, j'aime beaucoup le binôme dans le sens où ils sont touchants, ils sont marrants et tout ça, mais pour moi, c'est pas un binôme sur lequel tu peux t'attacher. Qu'aujourd'hui on me dise on est attaché aux jumelles, on est attaché aux étudiantes, on est attaché à Max et Hélène, qui sont des binômes qu'on voit énormément, je peux comprendre, voire même le binôme d'inconnus. Eux, on les voit beaucoup. Je peux comprendre, il y a beaucoup de substances, beaucoup de trucs sur lesquels on peut se dire ouais, j'aime bien parce qu'ils ont fait ci, ils ont fait ça et tout. Les frères Véronnet, malheureusement, à part être drôle un peu à leur insu parce qu'ils parlent mal anglais, ben, on retient pas grand chose de leur aventure et c'est assez dommage parce que ben, moi j'ai trouvé sympathique et j'aurais bien aimé en voir plus d'eux, mais bon bah malheureusement ils reproduiront pas les exploits qu'ont pu faire d'autres frères comme les frères Bûcheron ou Nicolas et comment c'était son frère Nicolas et Lucas. Bref, c'est dommage mais c'est comme ça. Pour l'épisode de Riyad et Louison, donc Riyad et Louison vont affronter le binôme qui a gagné la dernière saison de Pékin Express, soit Jean-Claude et Axel, qui se sont bien battus. Et ça fait plaisir, même si c'est pas un binôme que j'aime beaucoup plus que ça. Je trouve que c'est un très bon binôme, mais sans être un binôme que j'ai soutenu dans leurs 2 précédentes aventures. Donc voilà, donc toujours le même principe de sorte de duel final à 2 épreuves, hein. Donc les binômes y partent pour une fois, parce que sur les 2 précédents épisodes, Riyad et Louison avaient l'habitude de prendre la route en premier. Cette fois, c'est Jean-Claude et Axel qui vont prendre la route en premier, mais pour faire à peine une centaine de mètres.
Mais ça va suffisamment perturber Riyad, qui va être en dépression, c'était très drôle. Vraiment, le fait de voir Jean-Claude et Axel, ça lui a mis un coup au moral. Bon, jusqu'à ce que, du coup, Riyad et Luzon trouvent une voiture et ils leur passent devant en se rendant compte qu'en fait, les mecs, ils ont été déposés quelques centaines de mètres plus loin. Parce que du coup, Jean-Claude et Axel sont tombés sur une voiture qui, au début, ont dit oui, oui. Puis une fois qu'ils ont mis sur GPS, qu'ils ont vu qu'ils avaient 4-5 km à faire, hein, genre un truc du genre, ils ont dit ah non, finalement, c'est trop pour nous, allez hop, vous descendez. Bref. Et la réaction de Riyad a été vraiment très drôle. Du coup, ils vont jusqu'à la première mission. Donc la première mission qui pour moi était la plus intéressante des deux, c'est qu'en gros ils avaient un Jenga et en fait dans le Jenga il y avait des lettres euh, qui formaient Pékin Express, donc 12 lettres, et ils devaient les retirer pour former le mot Pékin Express sans faire tomber la tour, et s'ils le faisaient, ils pouvaient repartir vers la deuxième mission. Donc ça c'était très cool. Euh, les deux binômes ont été au coude à coude, alors que Riyad et Louison avaient un peu plus d'avance. Jean-Claude et Axel les ont quand même pas mal rattrapés. Et par contre, il y a une question que je me suis posée sur l'épreuve, c'est que on nous dit ils doivent faire des choses avec une main. Je me dis ok, mais est-ce que en fonction d'où tu es positionné, tu peux changer de main? Parce que j'ai l'impression qu'ils ont toujours utilisé la même main, mais qu'ils n'ont jamais changé de main. Et je me dis, mais pourquoi ils font ça? Est-ce que, parce que des fois tu les voyais, je sais pas, imaginons, qu'est-ce que je pourrais prendre pour imager, imaginons que ma bouteille, là, que la bouteille soit le Jenga, bah, je sais pas, si t'as une pièce qui est là, tu vois, tu prends ta main droite, eux, comme ils étaient tout le temps la même main, des fois ils étaient comme ça, là, en train de choper un truc, tu te dis, mais pourquoi tu utilises pas ton autre main? Je te fais, t'es con ou... Enfin, je sais pas, après j'ai jamais joué à ce jeu-là, donc personnellement, il y a peut-être des règles que je maîtrise pas, hein. N'hésitez pas à me le dire si vous connaissez bien le Jenga et tout, mais je sais pas, je trouvais que des fois ils se mettaient dans des positions un peu cheloues, puis ils restaient toujours face, je sais pas si tu peux pas tourner autour de la table, je sais pas, Encore une fois, je connais pas les règles du Jenga, à part qu'il faut retirer des trucs et tout, et pas faire tomber la tour, c'est la seule règle que je connais du jeu. Mais voilà, s'il y en a qui connaissent un peu plus les règles, n'hésitez pas à me le dire. Ou là, est-ce qu'ils ont rendu les règles complexes pour l'épreuve? Je sais pas, mais bref, n'hésitez pas à me dire tout ça. Bien sûr, Ried et Louison vont repartir en premier, suivi de très près par JC et Axel. Et d'ailleurs, Ried et Louison, malgré le fait qu'ils finissent en premier, ne prennent pas suffisamment d'avance pour dévancer Jean-Claude et Axel, puisqu'ils se retrouvent tous les deux au stop en même temps, même si Ried et Louison sont les premiers à repartir à nouveau très très fort au stop. C'est limite le binôme qui casse un peu ma théorie, hein. Ma théorie que les binômes féminins s'en sortent très très bien au stop, enfin, ce qui est pas faux, hein. On l'a très bien vu que les binômes féminins, si en plus tu mets des meufs qui sont plutôt canons, bon, on le voit bien que ça part très vite, mais il y a quand même des binômes masculins qui sont hyper forts. Il y a des Louisons, c'est quand même rare, qui galèrent à prendre des voitures. Là, sur les 3 épisodes, il n'y a qu'au début de cet épisode-là où ils ont vraiment galéré. Le reste du temps, ils partent super vite. Donc voilà, Jean-Claude et Axel vont partir un peu après. Et là, la deuxième mission, c'est de se faire offrir un poisson cru ou cuit d'une taille, je crois que c'est 15 cm. De toute façon, ils ont une petite réglette. Voilà, ici le poisson est plus grand. Vous faites la même taille, bon bah c'est bon, ils peuvent repartir. Là, c'est un peu du pifomètre, hein. C'est vraiment, tu vas voir les gens qui sont au niveau du. Je sais pas, c'est une sorte de marché ou je sais pas quoi, mais bon, voilà, tu dois trouver du poisson. Je trouve que c'est moins intéressant comme épreuve, mais bon, voilà, c'est sympa quand même. Ria et Louison vont trouver en premier, repartir en premier, et forcément, bah, ils vont arriver en premier à Stéphane. D'ailleurs, dès que Stéphane va valider le poisson, Riyad il va le déglinguer direct. Voilà, c'était assez amusant. Et Jean-Claude et Axel vont arriver quelques minutes après, donc voilà, ils étaient pas loin de pouvoir battre Yad et Louison, mais ils n'ont pas réussi. Ce qui fait que pour Yad et Louison, on se retrouve avec un 2-1, voilà, ils ont perdu leur premier duel, mais une fois bah, voilà, qu'ils se sont chauffés, hein, c'est un peu comme une vieille voiture, hein, le temps que ça chauffe, et ben hop, euh, bah, ils sont inarrêtables. En plus, la semaine prochaine, on a un binôme, alors je me souviens vite fait d'eux,
mais sans plus. Donc j'ai hâte de voir un peu le résumé qu'on aura de ce qu'ils ont fait dans Pékin Express. Parce que quand j'ai vu leur tête, je fais ouais, je vois leur tête. Les noms m'ont pas marqué plus que ça. Donc je suis assez curieux de voir qui c'était comme binôme. Parce que pour une fois, ce sera pas un binôme qui a gagné Pékin Express. Que là, sur les 3 premiers épisodes, c'était 3 binômes qui ont gagné Pékin Express. Donc là, on avait envoyé vraiment du très très lourd. Après, je dis pas que le binôme de la semaine prochaine, ce sera pas du lourd, hein, mais c'est juste que moi, je sais que j'ai vu leur saison, mais en tout cas, ils m'ont pas marqué plus que ça. Donc on verra un peu leur palmarès la semaine prochaine. Voilà. Donc en tout cas, c'est un épisode que moi j'ai beaucoup aimé. J'ai eu un petit peu de stress à certains moments pour les jumelles. Donc ça fait du bien de ressentir ça dans ces épisodes, parce que ça montre qu'on commence quand même un peu à apprécier certains binômes. Et puis voilà, donc n'hésitez pas à liker, à vous abonner, à me dire ce que vous avez pensé de cet épisode, que ce soit de Pékin Express ou de Qui peut battre Riyad et Louison. Voilà, et n'hésitez pas non plus à laisser un petit don sur Tipeee si vous voulez nous aider à améliorer nos projets. Et sinon, c'est une bonne journée, une bonne soirée. Je vous souhaite un bon week-end si vous regardez la vidéo dès sa sortie. Et sinon, bah voilà, je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Ciao tout le monde.